Le mélange, l'ouverture culturelle sont-ils toujours perçus comme des atouts pour la France? Comment accompagner les mutations d'une société métissée? C'est le débat de toutes les Frances. Le débat de toutes les Frances depuis l'Institut du monde arabe avec nos invités. Ramayad, bonjour. Vous êtes vice-présidente de l'UDI, vous avez été secrétaire d'État chargé des droits de l'homme et secrétaire d'État au sport. Vous avez écrit de nombreux ouvrages. Vous êtes également élue conseillère régionale d'Île-de-France, conseillère municipale de Colombes et beaucoup plus de choses. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Ça y est, c'est fini? Oui. Vous n'êtes plus, très bien. Merci d'être avec nous. Patrick Poivre d'Arvor, bonjour. Vous êtes journaliste, présentateur, écrivain. Vous avez également, vous êtes l'icône en fait des journalistes aujourd'hui puisque tous les soirs on continue à vous voir à travers les guignols de l'info. Donc beaucoup de jeunes vous regardent. Merci infiniment d'être avec nous aujourd'hui. Je ne suis pas conseiller municipal à Colombes. Et vous n'êtes pas conseiller municipal. Pas encore. Il n'est jamais trop tard pour faire de la politique. François Durper, notre chroniqueur bien-aimé. Vous êtes spécialiste des sciences de l'éducation, maître de conférence à Cergy-Pontoise et vous avez écrit l'école, la fin de l'école bientôt. Et je vous aime aussi, Ahmed. Merci infiniment. Et Doudou Diène, vous avez été en charge du dialogue interculturel et religieux à l'UNESCO. Vous êtes grand spécialiste des questions de métissage et de diversité. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Alors sans plus tarder, le mot métis pose question et Khalidou Si est allé à la rencontre de jeunes pour le demander c'est quoi être métis aujourd'hui. Regardez. La France est souvent qualifiée de pays métissé. Mais en fait, c'est quoi être métis? C'est un brassage de différentes cultures, c'est une rencontre entre différentes origines. Une personne qui va apporter sa culture dans un autre pays et qui va se mélanger avec les autres, ça fait métissage. Moi je pense que simplement un mélange breton-normand, même si c'est très proche, pour moi c'est déjà un métis. Moi je suis métisse kanak de Nouvelle-Calédonie et espagnole. Le métissage c'est une couleur. Je connais un exemple, comme par exemple un ami à moi qui est métis. Être métis c'est venir d'origines différentes, je pense. Enfin, d'avoir peut-être plusieurs origines. Oh, métis, je viens d'ici d'ailleurs. C'est avoir des parents qui ont des origines différentes, voilà, des cultures différentes, religions différentes. La France est un des pays les plus métissés au monde par tous les échanges culturels, même les différentes colonies qu'il y a pu avoir en France, mais aussi l'ouverture que la France offre aux autres pays. Pour vous, comment on fait pour devenir métis? Si je veux un métis, moi, comment je dois faire? Ben, vous, par exemple, vous faites un enfant avec une personne blanche. D'accord. Ça fera une personne métisse. Un café au lait. Voilà. Je suis métisse. Mélange, couleur, origine, culture, coutume, religion. On aura tout entendu, hein. Alors Khalidou, comme ça, vous demandez à la jeune fille comment faire des métis? Oui, d'accord. Je vois comment on fait les reportages. C'est bien. D'accord. Alors, François Durper, définition, la tentative par ces jeunes. Est-ce qu'il y a une définition unique du métissage, du métis? Alors, je ne vais pas vous donner une définition. Je vais vous dire comment j'explique ça aux enfants en dernière section de maternelle. La France métisse pour les enfants de maternelle. C'est exactement ce que attendent nos invités. Une société française métisse, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour faire un gâteau, si vous mettez que de la farine, ça ne fait pas un gâteau, ça fait de la farine. Si vous mettez du chocolat, ça fait du chocolat. Pour avoir une belle société, un beau gâteau, il faut des mélanges. Et ils comprennent très bien, très vite. Même moi j'ai compris, c'est pour vous dire. Alors, il y a quelque chose d'un peu faux quand même dans la définition, c'est qu'en fait le métissage, si on va chercher la définition exacte, c'est pas un mélange de deux éléments purs. C'est pas deux éléments purs qui font un métis, parce que là du coup c'est une idéologie racialiste. Deux races différentes, ça fait un métis. Non, il n'y a pas de race, donc ça veut dire que c'est déjà des éléments mélangés qui produisent un autre élément mélangé. Hein? Donc exemple, la France, oui c'est un pays métis, ça fait d'abord des Celtes et des Latins, des Romains, ça se mélange, ça donne le français qui est une sorte de créole latin, après il y a des invasions, les Francs, ça donne un autre métissage, mais ça c'est pas que la France, c'est toutes les sociétés au monde, même celles dont on pense qu'elles ne sont pas métisses. Le Maroc est métis, berbère, arabe. L'Égypte est métisse, copte, arabe,
africains. Donc on a des mélanges dans toutes les sociétés. Il n'y a pas l'exceptionnalisme d'une société qui serait plus métisse que l'autre, c'est faux. Alors évidemment, le problème actuel, c'est c'est peut-être lié à la mondialisation, à la peur de l'autre, l'idée que eh bien, il pourrait y avoir quelque chose de pur. Alors les uns disent ma religion est pure, les autres disent ma nation est pure, mais ça n'existe pas. Patrick Poivre, votre regard sur la définition du mot métis. Bon, on est tous métis, par nature. Moi, je suis d'origine bretonne et auvergnate, mais je suis né à Reims. Déjà, ça fait un triple métissage. On l'entendait tout à l'heure dans notre... Ramayad, autant que je sache, n'est pas née à Paris. Mais voilà, elle a vécu beaucoup dans des endroits extrêmement différents. Bon. La France, comme le disait François, était le résultat d'un empilage. Cet empilage s'est un peu accentué, accéléré même, entre les deux guerres, avec une arrivée massive et de Polonais et d'Italiens en France, puis après la Deuxième Guerre mondiale, d'Espagnols et de Portugais. Alors évidemment, vous me direz, ces quatre nations-là ont pour socle commun d'être catholiques d'abord, blanches aussi. Donc l'intégration s'est faite relativement facilement. Mais il y a eu, après la guerre également, parce qu'il y avait eu besoin de beaucoup de travailleurs pour un grand nombre de grands travaux qui étaient lancés en France, il y a eu beaucoup d'arrivées, notamment d'Afrique du Nord. Et les choses se sont plus ou moins bien passées, mais je dirais plutôt bien passées. Si aujourd'hui, on se pose tant de questions, c'est bien évidemment parce que on est certainement arrivé dans un seuil d'égoïsme très grand de la part de sociétés qui, en général, vivent moins bien qu'elles ne vivaient il y a 30 ans, du temps des 30 glorieuses, d'une part, et deuxièmement, peut-être qu'il y a un problème aussi de comportement de la part de celui qui arrive de l'extérieur. Car je crois que le vrai sujet, il est là. C'est-à-dire que tout est possible dans l'intégration, l'assimilation, à condition que l'autre ait le désir de s'intégrer soit à la nouvelle nation, soit à la nouvelle famille, soit à la nouvelle... Quand vous arrivez dans une famille, par exemple, si vous êtes le futur gendre, vous n'allez pas commencer à mettre les pieds sous la table et puis en disant non, ben vous serez mal pris, peut-être que le père vous refusera la main de la dame. Sauf si tout le monde met les pieds sur la table. Alors, exactement. Donc il y a tout ce problème qui est un problème, je dirais, subtil de comportement et qui se relie après à l'éducation et d'une manière générale à la discipline. Avant d'arriver au discours politique qui était fort imprégné de cette question du métissage, de la diversité il y a quelques années, Doudou Diène, vous, dans le cadre des organisations internationales, est-ce que ce thème est abordé? Mais je crois que le problème, c'est que vous posez la question du métissage comme une sorte d'exception, alors que tout est métissé. Il n'y a pas de peuple, il n'y a pas de communauté, il n'y a pas de groupe qui ne soit le résultat d'un mélange complexe, historique. La pureté culturelle, raciale, autre n'existe pas. Mais ce qu'il faut dire, c'est comment est-ce qu'on est arrivé à problématiser ce mot de métissage. Donc déconstruire un peu ce concept. Et je crois que la question de fond, c'est la question de l'identité. Dès qu'on pose l'identité comme une clôture, un enfermement, une exclusivité basée sur un critère, couleur, religion, etc., à ce moment-là, on crée une dynamique par laquelle on arrive à des distinctions, des hiérarchies et des séparations. Ramayad, le discours politique en 2007 était imprégné de métissage. La France métisse est incontournable, de diversité. Qu'est-il arrivé? Oui, disons que Ségolène Royal parlait beaucoup de métissage, Nicolas Sarkozy parlait beaucoup de diversité. Je ne sais pas si les deux entendaient la même chose à travers ces deux mots. Aujourd'hui, il est clair que c'est une question politique qui est posée au regard effectivement de la nostalgie dont parlait Patrick Poivre. C'est-à-dire cette tentation qu'un certain nombre de gens de se tourner vers le passé, nostalgique d'une certaine idée de la France. On pense à tout ce débat autour des racines chrétiennes de l'Europe, par exemple. On pense à tous ceux qui estiment que, effectivement, il y a une partie de la population liée à l'islam qui n'arrive pas à s'intégrer à la France. Tout le débat sur l'identité nationale, enfin, toutes ces questions-là ont posé ce sujet, mais plutôt de manière négative, comme s'il y avait un problème qu'on devait régler. Et
bon, le problème, c'est que la mondialisation, la globalisation est aussi culturelle et que le sens de l'histoire va du côté du métissage et qu'on a le sentiment que certains cherchent à y résister ou à regarder dans le rétroviseur pour éviter de faire face à ce qu'on considère comme une chance, mais que tout le monde ne considère pas comme une chance, au vu des problèmes que ça peut poser, notamment liés au comportement. Mais la France est par définition un pays métis, qu'elle veuille ou non. Alors, question des étudiants sur cette thématique, sur leur appartenance, leur identité. Mademoiselle. Oui, bonjour, je suis Johanna, je suis en formation CPE à Cergy. Donc conseillère principale d'éducation. Oui, pardon, conseillère principale d'éducation. Oui. Je suis face à des jeunes qui sont en perte de repères face à cette diversité. Quel socle leur proposer, quelle base en fait pour les aider à construire... Ils sont en perte de repères par rapport à leur identité? Oui, je pense qu'il y a une multiplicité quand même d'identités et... ça manque d'unité, tout ça. Je pense que les élèves sont, les enfants, les adolescents sont perdus. Alors, François Durper, perte d'identité, parce que perte de repères, donc ce que disait Ramayad, peut-être recherche d'une unité qui aurait été diluée par ce fameux métissage dont on parle. La question, elle est dans le titre de l'émission, parce que votre émission, c'est toutes les France, mais France, ça reste au singulier quand même. Toujours. Donc c'est toutes les France au singulier. Donc dans ça, tous les pays connaissent cette problématique. La devise américaine, c'est « E pluribus unum ». En latin, ça veut dire comment on fait à partir de plein de choses, comment on fait l'unité. Comment on crée l'unité. Bon, l'Europe, c'est dans la diversité, dans l'unité. Bon, donc c'est la vraie problématique. La question, c'est que le handicap que pourrait être une France métisse, c'est si on était complètement différent, à tel point qu'on ne pourrait pas se comprendre. La France l'a déjà connu, on a connu un siècle de guerre de religion, où on ne pouvait pas s'entendre. Il a même fallu un édit de tolérance. Vous voyez, c'était même pas le respect, c'était se tolérer. On n'en est pas là aujourd'hui, mais il y a une montée forte de l'intolérance. Maintenant, dans les richesses de la diversité, c'est très très simple et c'est très concret. Quand vous êtes autour d'une table, et pour n'importe quel projet, ou que vous êtes avec des enfants, et pour n'importe quel projet, et que vous avez une diversité d'origine, qui peut être culturelle, mais qui peut être sociale, vous avez des filles, des garçons, et bien vous allez voir ce que dit Gandhi, hein, on n'a pas tout seul la vérité, vous allez voir la vérité de points de vue différents. Donc il est incontestable que la diversité, ça produit de la richesse. Oui, alors la part de repères viendrait d'où, si on veut répondre précisément à la question des repères? Bonne chance, comme conseillère principale d'éducation. C'est simplement créer du lien, mais créer du lien, ça se fait pas, ça s'impose pas, si vous voulez, up-down, du haut vers le bas. C'est bottom-up, c'est-à-dire du débat avec les enfants, du débat, de l'échange, voire du conflit. Notre école française, il n'y a pas assez de conflit. On a peur du conflit, on sanctuarise, on dit ça c'est à l'extérieur. Si on faisait rentrer les conflits à l'intérieur pour les régler, pour les réguler, et avec l'enseignant, le CPE qui a un cap avec les enfants, eh bien ça se passerait beaucoup mieux. On va prendre une deuxième question. Patrick, vous voulez réagir à la question de Mademoiselle? Pour l'aider un peu, il y a quand même des valeurs, et des valeurs socles qui existent. La République, c'est une vraie valeur. La démocratie, le fait qu'on soit en démocratie. Donc et là, on a découvert à l'occasion de ces malheureux événements qu'il fallait enseigner les valeurs républicaines. Il faut le répéter. C'est pour ça que moi, je suis absolument pour qu'à l'école, on discute, que le genre de débat que nous avons ici, avec justement des étudiants, il puisse exister à l'école. Je trouve ça formidable d'ouvrir. Ça aiderait beaucoup les CPE, les professeurs, les instituteurs, de faire venir des gens de l'extérieur qui leur diraient, voilà le point de vue, voilà pourquoi moi vous voyez, quand vous avez dit, vous avez sifflé quand on a dit je suis Charlie, voilà pourquoi, tout ça c'est utile. Donc la démocratie, fort utile, c'est voilà, montrer que tout le monde peut donner son point de vue, mais ça se passe dans une urne, et puis finalement c'est celui qui a gagné qui après prend la décision. Et puis il y a d'autres valeurs qui sont à enseigner, et par exemple le drapeau, vous êtes en France, de la même manière que les États-Unis, que connaît bien François Durper. Le jour du drapeau. Bah oui, le jour du drapeau, c'est très important. Quand on prend la nationalité américaine, ça se passe dans des stades, les gens hurlent, chantent, bon voilà, et puis c'est naturel. À partir de ce moment-là, après, développer le sentiment d'appartenance. Moi, je crois que c'est très important. Ou sinon, ils vont continuer à rester nomades. Et c'est aussi leur choix s'ils le désirent. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord. C'est-à-dire que, autant sur le drapeau, tout ça, très bien, pour l'école, mais pour les débats, faire entrer le conflit dans l'école, je trouve que c'est ce qu'on fait justement depuis trop de temps, et que ça a produit le désordre dans les classes. Le débat n'a pas... les enfants ne peuvent pas parler à l'école. Vraiment. Moi, je pense qu'au contraire, en faisant vous voulez parler de la distance critique, Mais voilà. Justement, on peut apprendre... Il ne s'agit pas de parler des enseignants. Il y a plein d'enseignants qui font plein de choses très intéressantes. Je trouve que les débats de société n'ont rien à faire dans les écoles.
Parce que aussi bien... Qu'est-ce qu'on doit faire à l'école? Eh ben, on doit apprendre les savoirs fondamentaux. Maths, français... Mais par exemple, voilà, exemple concret, juste exemple concret, vous avez un jeune, enseignement de l'histoire, du fait religieux, il lève la main, il dit « Ah non, moi c'est pas... » Pardon? Vous voulez enseigner le fait religieux à l'école? Mais ça se fait déjà. Mais non, mais je ne suis pas d'accord avec ça. fait depuis des années. C'est précisément ce que je disais tout à l'heure. Résultat, vous avez... Écoutez ma question jusqu'au bout, juste. Un élève arrive, écoute un cours d'histoire et dit « Ah non, cette période d'histoire, moi j'y crois pas, de toute façon, c'est contre mes croyances et contre ce que m'ont dit mes parents. » Donc pas de dialogue critique, pas de débat. Voilà, le problème il est là. Non, il n'y a pas de dialogue. Allez-y dans ces classes-là, vous allez voir. C'est quoi, le bâton? Le problème, non, c'est pas ça. C'est que je pense que les questions éducatives doivent relever des familles ou des associations. C'est les familles qui souvent inculquent le contraire de ce ou des associations, ou bref, ceux qui font les cours après les classes, sur ce genre de sujet. Que ce soit ça, mais aussi les questions d'écologie, les questions d'hygiène, les questions... Enfin, toutes ces questions-là. Et l'école, effectivement, c'est les savoirs fondamentaux. Et à travers les savoirs fondamentaux, on acquiert l'esprit critique. Non, mais moi, je ne suis pas professeur, mais ma mère était prof. Mais il y a une différence... Alors, moi, là-dessus, parce qu'on ne va pas faire tout le débat là-dessus, mais juste... La religion. Moi, quand j'avais besoin de cours de religion quand j'étais enfant, eh ben, j'étais à l'école... J'étais dans une école confessionnelle, en plus, catholique, privée, et tout. Et ben, c'est pas à l'école qu'on apprenait les questions de religion. D'abord, moi, j'apprenais l'école plutôt, j'allais à l'école coranique pour apprendre le Coran, en dehors de l'école, dans une autre école. Vous voyez, et si on commence... Ça veut dire, vous pensez que c'est mieux? Admettons, le professeur parle... Les enfants aillent enseigner les maths à l'école publique et puis aillent à l'école coranique après. Ah bah, si leurs enfants, leurs parents ont envie de leur moi, faire... je suis pas d'accord. Mais si ça, c'est la tradition. Imagine, tu poses la question, tu parles du prophète. Ouais. Bon. Et le professeur dit, voilà, le prophète... Et ne cite pas la formule rituelle qu'il y a derrière. Vous allez avoir des élèves en face qui vont dire, ah, madame le professeur, vous n'avez pas fait comme il fallait. Mais on peut leur expliquer pourquoi. Que vous expliquez on peut leur expliquer pourquoi. L'opportunité de dire, voilà ce qu'on distingue, la foi et la... Non, pas du tout. Un cas concret, très concret. Okay. Ramayad, vous êtes professeur d'histoire, tout d'un coup, là, demain. Vous avez des enfants, vous faites un cours de 4e sur les dynasties byzantines. C'est le programme. Et vous parlez de Jésus. Vos enfants sifflent. Les enfants disent « Bouh, Jésus !» parce que vous avez dit qu'il était juif. C'est arrivé, c'est pas un fait, etc. Qu'est-ce que vous faites? Votre méthode, c'est-à-dire vous dites « Ouh là 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 là, pas de conflit dans l'école, je ferme ça et je continue à enseigner les dynasties byzantines. » C'est super important, les dynasties byzantines. Ou alors, tout d'un coup, vous dites « Là, je dois faire du vivre ensemble. » Eh bien, on va arrêter là le débat parce qu'il ne sera pas clos tout de suite. Bien sûr, vous devez je souhaiterais, François Durper, je souhaiterais que les étudiants continuent à poser des questions. D'accord. Et les autres invités peuvent réagir. Voilà. S'il vous plaît, monsieur Durper. Abigail, peut-être? Question? Oui. Donc, je m'appelle Abigail Lewis et je suis d'origine jamaïcaine, donc de nationalité jamaïcaine. J'ai 21 ans et je suis athlète semi-professionnelle. Donc, j'ai passé toute ma vie ici en France et le problème que je rencontre aujourd'hui, c'est que malheureusement, malgré mes titres de championne de France, je ne peux pas faire de sélection en équipe de France. Vous avez été championne de France? Oui, championne de France. Sans être française? Oui, c'est ça. C'est un comble. C'est extraordinaire, ça. C'est extraordinaire. Donc, pas de sélection en équipe de France, mais par contre, je peux bien être championne de France. Donc, moi, j'aimerais comprendre déjà pourquoi la France... Déjà, moi, j'aimerais bien comprendre légalement, est-ce que c'est possible d'être champion de France sans être français? Enfin, quand on est jeune. Après, avant la majorité. Exactement. Donc, j'ai mes titres de championne de France en junior. Oui. Là, je suis en catégorie espoir, donc le titre officiel ne me revient pas, mais la première place me revient, en effet. Et donc... est-ce que vous avez demandé l'obtention de la nationalité française? En effet. Donc, quand j'étais mineure, que j'avais 16 ans, ils m'ont refusé la nationalité, l'obtention de la nationalité, puisque ma tante n'avait pas l'autorité parentale sur moi. Et depuis ma majorité, à chaque fois, je me présente à la préfecture avec mon dossier complet, et à chaque fois, c'est un nouvel argument qui sort. Donc, soit c'est mon acte de naissance qui va pas. Et vous avez donc visiblement un sentiment d'appartenance fort à la France. Vous avez été championne de France. Exactement, donc, puisque je me sens plus française aujourd'hui que jamaïcaine. Pourtant, c'est mon pays d'origine. Bon. Mais imaginez un peu l'injustice que je vis tous les jours. C'est comme si vous voyez une personne française qui est née en France, qui est française, qui a vécu toute sa vie ici, qui a fait sa scolarité, qui travaille sur le territoire français. Et c'est exactement ma situation en fait. D'accord, on va demander aux invités de commenter cette situation parce que effectivement, je la découvre. Patrick Poivre d'Arban. Bon, c'est hyper choquant.
à rebours complet de la doctrine officielle, je veux dire pas forcément de ce gouvernement, mais des gouvernements. C'est-à-dire qu'on essaie d'intégrer les meilleurs éléments qui veulent en plus venir chez nous, en France. Donc, elle veut venir, non seulement elle veut venir, elle y est, en plus elle y est bien, elle est la meilleure de sa catégorie. Donc franchement, si on les prend pas, on est idiot. Voilà, on marche sur la tête. Mais je crois qu'il faut revenir à l'ambiguïté des mots, parce que tout à l'heure, madame a parlé de perte d'identité. De perte de repères. De perte de repères. Parce que le mot même perte est un mot complexe et ambigu. Oui. On ne perd rien du tout dans les sociétés humaines. Il faut parler de transformation. On ne perd pas. Et tout le problème vient du fait que dans les constructions identitaires, en France par exemple, on a donné des critères de race, de couleur, de religion, etc. Or, la France est dans l'histoire du monde. Et le problème qui se pose quand on prend la question de l'intégration qui est pratiquée, c'est une intégration que j'appelle striptease. On demande à l'autre qui vient à l'extérieur, littéralement de se déshabiller à la frontière, de sa vesture, sa manière de se vêtir, de manger, et même sa couleur, s'il le faut, et de s'intégrer dans une république désincarnée qui est en dehors de l'histoire. Donc, ce qui est le grand problème actuellement, et il faut le poser en termes clairs, c'est qu'il y a une crise identitaire. C'est-à-dire l'identité nationale, telle que la France l'a construite il y a des siècles, avec une couleur, une religion, a été profondément transformée par l'histoire de la France, l'histoire de son rapport au monde, et les peuples qu'elle avait longtemps classés comme inférieurs, différentes, ne représentant pas la France, sont là, en France. Et donc, c'est tout ce processus de construction qui pose le problème, et je termine juste pour dire que le problème qui se pose de fond, c'est que nous sommes dans le moment d'un accouchement de nouvelles identités plurielles. Ouais. Tous les accouchements sont douloureux. Nous sommes dans cette période de douleur, de résistance, de souffrance, d'insultes. Mais la dynamique de changement est en cours. Alors cette douleur d'où vous venez est très perceptible sur les réseaux sociaux et à travers les différents sites internet. Le web s'emballe, la rubrique préparée par Samir Sabi. Regardez. La France multicolore, métisse, mélangée, diverse. Sur le web, on met en avant cette France multiple, la richesse de sa diversité. Toutefois, depuis quelque temps, et plus particulièrement après les attentats de janvier dernier, les remarques fusent sur le net, on désenchante, le multiculturalisme n'a plus la cote. Des pages dédiées au sujet sur Facebook, comme celle-ci, nous rappellent pourtant qu'il n'y a pas si longtemps, le discours politique était bien différent. Souvenez-vous, 2008, l'élection de Barack Obama à la présidence des États-Unis crée une onde de choc partout dans le monde. La France n'est pas épargnée. Nicolas Sarkozy, alors président de la République, fait une annonce sans ambiguïté et estime que le métissage est une nécessité pour la France. Quel est l'objectif? Ça va faire parler, mais l'objectif, c'est relever le défi du métissage. Défi du métissage que nous adresse le XXIe siècle. Ce n'est pas un choix, c'est une obligation, c'est un impératif. On ne peut pas faire autrement. Les internautes sont contaminés, l'Obamania fait son effet, on cherche partout un Obama français, même si on reste vigilant, on y croit. Paradoxalement, 2 ans après, les principaux dirigeants européens vont adresser un message tout à fait différent, avec la chancelière allemande en première ligne. L'approche multiculturelle que nous vivons ici tous ensemble et dont nous sommes tous heureux, cette approche a échoué, totalement échoué. Aujourd'hui, le débat enflamme les réseaux sociaux. Certains vont même jusqu'à exposer leur souffrance et leur mal-être. Le multiculturalisme en France est à l'épreuve du réel. Il faut repenser la diversité culturelle et la tempérer, estime par exemple ces tweetos. Le vivre ensemble est-il en train de s'essouffler? Afin de contrer ces détracteurs, des campagnes de mobilisation sont mises en ligne. On valorise cette France métissée. Ensemble, vivre. Vivre ensemble. Vivre ensemble. Vivre ensemble, vivre ensemble, tous ensemble pour la paix. Vivre ensemble. Vivre ensemble. Galvanisé ces derniers temps par l'élan Je suis Charlie. Mais sur le web, cet engouement est remis en question. La mixité serait un danger mortel pour la France. Pire encore, le multiculturalisme serait un complot raciste dirigé contre les Français, ceux de souche dit-on, un concept qui aurait été créé par nos élites afin de mettre fin aux valeurs traditionnelles et spirituelles de la France.
Des internautes divisés qui pointent une France en pleine crise identitaire, même si l'histoire nous le montre, la France a toujours été une terre de mélange. Parce que si vous vous intéressez à tant soit peu l'histoire de France, vous verrez que finalement c'est l'histoire du monde. Parce que l'humanité a rendez-vous en France, puisqu'on est le fruit d'un métissage total depuis le début. Tout s'y trouve dans la France. En de crise identitaire, comme le disait Doudou Dienne, vous étiez au cœur de la politique au moment où Nicolas Sarkozy a prononcé ce discours. Il dit que le métissage, finalement, on n'a pas le choix. Et aujourd'hui, c'est un peu un discours totalement aux antipodes qu'on entend politiquement. Oui, enfin, en plus, ça change. C'est la vague, c'est parce qu'on suit la vague en politique en général, ou on cherche des voix, on fait quoi? En fait, je pense qu'ils n'arrivent pas à gérer. C'est-à-dire qu'on est on est à la croisée. Vous êtes un peu de temps quand même. Au pluriel ou au singulier? Au pluriel, la classe politique. C'est-à-dire qu'on est à la croisée des chemins et partagé entre voilà, la nostalgie d'un passé auquel on se réfère parce qu'on n'arrive pas justement à faire face à cette nouvelle société. Sur laquelle on n'a pas pu poser des principes, des paradigmes, des repères. Et surtout, la question fondamentale n'est pas posée, c'est qu'est-ce qui fait que nous sommes encore une nation? Qu'est-ce qui fait que dans cette société multiculturelle, justement, l'aspect unité est mis en valeur. On voit la diversité, on voit le multiculturalisme, on voit les différentes origines. Mais qu'est-ce qui fait que nous sommes quand même encore ensemble? Qu'est-ce qui fait que nous sommes encore quand même français? On parlait de valeurs républicaines tout à l'heure avec la République et la démocratie. Mais ces mots sonnent comme des incantations, comme des slogans. Il faut leur donner un contenu. Autrement, on a des jeunes qui se réfugient dans d'autres idéologies qui, elles, ont du contenu. Que ce soit le fanatisme religieux d'un côté ou l'extrême droite à travers le vote Front National, puisque le premier parti pour lequel les jeunes qui votent, c'est le Front National. Et au milieu, vous avez la République, qui est là, comme un slogan posé, qui, malgré toute la charge historique qu'elle comporte, n'arrive pas à trouver aujourd'hui les repères qui permettent aux jeunes de s'identifier. Patrick Poivre d'Arvor, ce multiculturalisme qui serait une menace, qui pourrait diluer un socle de culture, qui pourrait diluer une unité nationale, qu'est-ce que vous en pensez? Ça n'a aucun sens. C'est ce qu'on lit sur Internet souvent. Oui, mais souvent d'ailleurs à l'abri aussi d'un pseudo. Donc là aussi, moi j'aime bien les gens qui disent clairement ce qu'ils pensent. Ça n'a pas de sens. Encore une fois, je tempère toujours parce que j'ai dit au tout début, c'est-à-dire que le comportement, c'est très important. Parce que moi, j'ai essayé de comprendre ce que peut être le racisme ou la peur de l'autre. Il ne suffit pas juste de dire « ils sont racistes ». J'essaie de comprendre. Alors, on voit bien que souvent, c'est ils vont piquer notre travail, le pain de notre bouche, etc. Bon, parfois, c'est un rejet, mais vraiment quasi physique, quoi. Puis parfois, c'est des trucs très bêtes ou des choses relativement presque justifiables. C'est-à-dire... oui, mais alors, vous avez vu, comme il s'adresse aux femmes, comme il crie, comme il sent... C'est un problème de courtoisie, c'est pas un problème de... Oui, voilà, exactement. C'est ce qu'il faut leur répondre. Alors la courtoisie serait le fondement d'un rejet... Eh bien, mine de rien, la courtoisie, ça apparaît une notion au XVIIIe siècle, mais c'est important. Le vivre ensemble, de ce dont on nous bassine très régulièrement, c'est ça aussi. Cette façon d'être respectueux de l'autre. On est respectueux. Voilà. Quand on est ici, on est respectueux des traditions de l'Institut du monde arabe. On est respectueux aussi de ce qui est derrière vous, là, Notre-Dame. C'est pas anormal d'être respectueux. Je sais pas si l'Institut du monde arabe a des traditions, mais... Il y en a. Demandez à Jack Lang, il vous dira qu'il y en a déjà. D'accord. Donc, je pense que ceci, c'est important. Mais le reste, aucun sens. Moi, j'ai une nièce, la fille de mon frère, elle est de la même couleur de peau que Ramayad, elle est française, comme moi, on est ensemble et on va faire une belle société pendant des siècles et des siècles. Et ça me rend heureux. Le problème, ce sont les mots, parce que les politiciens, on les entend. Il y a Madame Merkel qui dit « le multiculturalisme a échoué ». Mais comment est-ce qu'on peut faire échouer une réalité multiple? Il y a des Noirs, des Blancs, des Juifs, des musulmans. C'est un réel, c'est un fait. Enfin, ceci dit, elle parlait de quelque chose de très spécifique à la société allemande, c'est la composante mais c'est très général. Parce que le problème, justement, ce n'est pas le multiculturalisme, mais c'est l'interculturalisme. C'est-à-dire, que faire de sociétés dont l'histoire a été telle qu'on a amené différentes communautés qui vivent ensemble.
Comment faire qu'elle maintienne leur singularité c'est cet et en même échec-là. temps Elle dit les Turcs qui sont venus en gros en Allemagne n'ont pas pu vivre avec le reste de la population allemande. C'est son constat. Voilà, non, mais c'est un pays qui a une identité extrêmement forte. On sait qu'elle a pu arriver à des dérives ici ou là. Oui. Et donc, il faut revenir non pas aux multiples, mais à l'inter. Comment faire en sorte que les sociétés qui sont faites de communautés diverses, religieuses, ethniques, culturelles, puissent non seulement conserver leur singularité comme les fleurs dans un jardin, mais aussi qu'elles puissent interactives. Oui, mais d'aucuns, là c'est un peu le monde merveilleux, effectivement, mais d'aucuns vous répondront que il y a une atteinte à la culture qui est présente depuis des siècles, il y a une volonté de dénaturer certaines pratiques sociétales. Aucune culture n'est immuable. Toutes les cultures s'enrichissent par la tension, par la confrontation, par le mélange, par la transformation permanente. Et donc vouloir enfermer les cultures dans un dogme ou un schéma définitif, c'est les tuer, littéralement. Je vous laisse réagir, François Durper, juste après la question d'une de nos étudiantes qui nous fait l'amitié d'être là. Je vous écoute, je vous en prie. Bonjour, je m'appelle Fatou. Je suis arrivée en France à l'âge de 3 ans. Jusqu'à présent, enfin, j'ai dû arrêter mes études faute de papiers administratifs. Et jusqu'à présent, j'ai dû demander la nationalité française qu'on m'a refusée. Parce que il n'y a que des personnes qui demandent la nationalité aujourd'hui? Que je demande la nationalité française. Mais avant ça, j'ai demandé un titre de séjour qu'on m'a refusé. Actuellement, on me donne un titre de séjour d'1 mois, renouvelable tous les mois. Alors, je voudrais savoir comment faire pour vivre en France avec ça. Et vous êtes en France de manière ininterrompue depuis l'âge de 3 ans. Oui. Ininterrompue. Oui. Et je ne connais que la France et j'ai toute ma famille donc, ici. Donc du coup, maternelle, primaire, lycée, toute collège, ma scolarité. Lycée. Je connais qu'ici. Extraordinaire. Oui. Et vous êtes, excusez-moi, vous êtes de quelle Malienne. Malienne, d'accord. Et j'ai la nationalité malienne. Merci pour cette question qui rejoint un peu l'intervention de notre ami Abigail. Qui a reçu tout récemment la nationalité française. Oui, mais alors il faudrait un acte héroïque. Il faut un acte héroïque. Il faut que tu sauves des vies. Tu sauves des vies. Moi, il m'arrive, j'ai des petits problèmes, vous pouvez être à côté de moi pour me sauver, et puis... Mais la réalité, c'est que... Mais en même temps, vous avez vu ce qu'a été la fierté des Français à ce moment-là. Très grand. Moi, j'ai trouvé que c'était très beau. Bon, sa dignité à lui, la Sana était très belle, mais la fierté des Français, ils disent, on le prend avec nous, c'était beau aussi. J'ai aimé ça, et je pense que c'est pas prêt de s'évaporer. Mais enfin, il faut pas que l'arbre cache la forêt. Il y a un grand ouvrage de Ferdinand Oyono qui s'appelait Le Vieux Nègre et la médaille, où ce vieux nègre, le livre de Ferdinand Oyono, reçoit une médaille et on voit toutes les vexations qu'il subit dans la journée. Et la réalité, c'est que pour une personne, parce qu'il fait un acte héroïque, il y a aujourd'hui une insécurité administrative très importante de gens qui sont venus en France à l'âge d'1 an, 2 ans, 3 ans. Et depuis des années, il y a des choses qui se sont améliorées considérablement. Mais c'est totalement antinomique avec la politique actuelle, c'est-à-dire on ne veut pas en gros d'étrangers, on ne veut pas de nouveaux arrivants, on ne veut pas donner plus avant... On dit qu'on ne veut pas plus d'arrivants parce qu'on veut mieux intégrer ceux qui sont déjà là. Or la réalité, c'est que vous avez des gens qui peut-être soit vont devenir sportifs de haut niveau ou pas, qui sont là, qui sont français, ils sont là depuis tout le temps et qui n'ont pas les papiers français, qui sont en situation d'insécurité administrative. Et ça, c'est une réalité... France métisse de base qui n'est pas traitée par les politiques parce que le discours politique est à l'inverse de cela. Le discours politique dit la France est généreuse. Vous avez remarqué que le fait qu'il n'y ait pas de droit de vote des étrangers, beaucoup de politiques disent mais il n'y a pas besoin de droit de vote des étrangers parce que il faut demander la nationalité française. Demander la nationalité française. Or, aujourd'hui, pour des gens qui sont là depuis des années, la difficulté à obtenir la nationalité française est très importante. Alors avant d'aborder les secteurs qui voient d'un bon œil cette France métisse, on va reprendre peut-être une autre question, monsieur. Oui, bonjour. Bonjour. Samé, étudiant en pharmacie. Oui. Pardon, j'ai un léger trou. Vous avez un petit trou de mémoire sur le métissage? Vous voulez réfléchir à votre question? Non, du tout. Dans votre pharmacie, pour soigner le mal de... Allez-y. Dans mon cas, nous, sous-entendu les acteurs du métissage, nous participons activement au quotidien à la création de la France. Pourquoi ne pas plus le prendre en compte? Mais comment vous voudriez être pris en compte? C'est-à-dire être... Parce que vous faites des études formidables, vous allez devenir pharmacien. C'est comment la prise en compte?
la prise en compte dans le sens d'une meilleure représentation politique, par exemple. Regardez, il y a Ramayad. Enfin, ça peut être plus dans les médias. Dans les médias. J'allais y venir, Patrick. Comme l'indiquait tout à l'heure Monsieur Lang, nous sommes, je parle de la communauté musulmane, la deuxième religion française. Mais nous ne sommes pas forcément aussi bien représentés à travers les médias, à travers les milieux politiques, etc. Bien. Merci pour votre question. Alors, on va y répondre juste après ce reportage qui montre à quel point il y a différentes conceptions de la France métisse. Par exemple, dans le domaine de la publicité, ça va très bien. On fait de la pub pour que tout le monde consomme, pour que tout le monde achète, et surtout, la France métisse. Regardez. À l'image des vainqueurs de la Coupe du Monde de 1998, la publicité se veut multiculturelle. Des blancs, des noirs, des beurs, pas ou peu d'asiatiques. Avec ses bébés nageurs, puis ses bébés rollers, cette marque d'eau minérale a su surfer sur la vague de la diversité affichée et assumée. Mais en France, tous les annonceurs et toutes les marques ne sont pas aussi décomplexés. On se bat au quotidien pour convaincre les marques que la diversité dans la publicité est un atout en termes de business et pas une faiblesse. C'est-à-dire comment vous faites ? On essaye de les convaincre, il y a un travail pédagogique à faire pour les convaincre que représenter la diversité de la population française est quelque chose qui fera plus vendre que dévendre. Une histoire, elle s'écrit, une idée, elle se trouve, et puis en fonction du casting qu'on fait, si le meilleur comédien il est black, chinois, Kudjat, on n'en a rien à foutre. On prend le meilleur comédien qui soit pour porter l'idée le plus haut possible et puis créer de l'intérêt chez le consommateur. Que le meilleur gagne, quoi de plus naturel. Mais en matière de publicité, le monde idéal prôné par l'agence Fred et Farid est loin de s'imposer. Ce constat, Eddie Bolli l'a fait à ses dépens, lui qui a tourné dans une publicité aux côtés de Tony Parker. La plupart du temps, on nous propose des publicités basées sur le sport ou une nouvelle technologie ou un mix des deux. Souvent, la plupart du temps, ça ne sort pas de ce cadre-là. Il peut y avoir aussi des publicités autour des marchés, je dirais, africains ou ultramarins, à savoir publicité pour des campagnes contre le sida, ce genre de choses. Et les chiffres lui donnent raison. À la télévision, ce sont bien les secteurs de la musique, du cinéma, du sport et des nouvelles technologies qui font le plus appel aux comédiens de couleur, noirs à 79%, selon l'étude de l'autorité de régulation professionnelle de la publicité. Sur plus de 10 000 visuels analysés, 17% seulement affichent la diversité. On n'est pas en France dans une logique de quotas, voire même de discrimination positive. La France est plutôt très intégrationniste et donc veut parfaitement montrer, ce qui est le cas dans l'observation de la pub, plutôt l'indifférenciation des rôles dans la vie de tous les jours. Le changement ne pourra donc venir que des annonceurs, ce sont eux qui détiennent les budgets publicitaires, mais pour l'heure, à la différence des consommateurs, ils sont encore frileux. Peut-être parce qu'en France, la population blanche reste majoritaire et qu'en matière de publicité, seuls les chiffres comptent. Alors, musique, sport, publicité, là, la France métisse, c'est génial, puisqu'il y a des gens qui consomment, qui ont un certain pouvoir d'achat. Et donc là, tout va bien. On parle plus de multiculturalisme, de dilution de la culture d'origine. Qu'est-ce que vous en pensez, Ramayad ? Oui, ça relève d'une certaine tradition, matinée d'un peu de préjugés, musique et sport. Voilà. D'accord. Un peu de politique avec vous ? Je pense qu'il faudrait que les autres secteurs soient aussi des lieux de représentation de toute cette population. Ce qui est important, c'est pas juste une question marketing ou pour faire plaisir à telle ou telle population. Vous avez été taxé de marketing politique au moment où oui, vous avez été nommé. Oui, mais bon, ces gens-là, vous savez, depuis, ils ont disparu. C'est pas, ça n'a aucune importance. Et en même temps, importance. vous étiez un exemple, ils ont disparu complètement. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que quand on est enfant et qu'on se réfère à des adultes, on a besoin de se projeter sur des exemples. Et donc, si l'exemple qui est donné à cette jeunesse métissée, c'est juste la pub, le sport et puis la musique, c'est très bien, mais c'est un peu limitatif parce que tout le monde n'a pas le talent d'être un génie artistique, tout le monde n'a pas le talent d'être championne de France. Donc, et les autres. Tout en étant jamaïcaine. Et tout en étant jamaïcaine, et encore même pas française. Donc, vous voyez, donc, et les autres. Est-ce qu'ils ont le droit d'être présentateurs télé? Est-ce qu'ils ont le droit d'être pharmaciens? Est-ce qu'ils ont le droit d'être, je ne sais pas moi, avocat, médecin, homme ou femme politique? C'est cette question qui est absolument fondamentale. Quand vous n'avez
quand vous n'avez pas de repères, de modèle de représentation, à part vos parents, bien sûr, eh bien, vous en rabaissez dans votre ambition. Vous avez été fier d'être un exemple pour les jeunes générations en politique? Je crois pas que je me situe comme ça. De toute façon, moi-même, vous parlez d'exemplarité. Les exemples, oui. Ils n'étaient pas français. Oui. Ils étaient américains. C'est parce que là, on voyait des Américains qui représentaient des figures de succès et tout ça, mais pas en France. Et donc, c'est très important dans la confiance qu'on peut donner à une certaine jeunesse que d'avoir des représentations. Ça ne veut pas dire qu'on s'identifie nécessairement à quelqu'un qui a la même couleur que vous, la même religion, mais ça participe quand même du confort d'être français en se disant on est quand même chez nous. Voilà, on est accepté en tant que Français. Patrick Poivre-d'Arvor, dans les médias se pose la même question. Vous avez quand même traversé des générations, enfin, vu des générations de journalistes évoluer. Comment vous avez abordé cette question quand elle est apparue sur la scène publique, dans la sphère politique particulièrement, de la représentativité de tous nos concitoyens dans les médias? Je sais que vous avez œuvré en coulisses au sein de TF1 pour que ça se fasse. Comment vous avez fait? C'est vrai que le jour où j'ai rencontré au club Averroès Harry Roselmack, et j'ai pu le faire venir à TF1, j'étais content parce que j'ai surtout vu que lorsqu'il m'a remplacé le jour même de mon départ, pendant tout l'été, puis ensuite un peu plus longtemps après, les gens ont regardé, bon, un petit moment de flottement, qu'est-ce que c'est celui-là? Et puis après, les gens regardaient et sans l'ombre d'un quelconque problème. Quels sont les deux films qui ont atteint les 20 millions d'entrées en France? Intouchable et Les Ch'tis. Intouchable, c'est quand même l'histoire d'un noir et d'un blanc, de Omar Sy et de François Cluzet. Les Ch'tis, c'est l'histoire d'un juif et d'un arabe, donc Danny Boom. Et qu'est-ce qu'on a fait en bon Dieu? Ramène tout ce monde-là, il y en met 4, rajoute les Chinois, et ça marche super bien aussi. Donc vous voyez que les gens, ils sont pas bêtes, on les oblige pas à aller au cinéma. S'ils ont décidé 20 millions de fois d'aller au cinéma voir ces deux films, c'est bien qu'ils aiment cette société-là. Donc, il faut tout faire pour qu'il y ait la possibilité de montrer en exemple dans tous nos domaines. Là, on a cité le mien, je vous cite le cinéma, on pourrait citer la pharmacie ou la politique. Mais alors, d'où vient ce paradoxe selon vous? Effectivement, dans les sondages, parfois un peu... Bon, les sondages de personnalités préférées des Français. Popularité, en tout cas. Popularité, il y a Yannick Noah régulièrement, il y a des personnalités aussi qui reflètent cette France métisse. Mais alors, comment expliquez-vous? C'est un bon signe, mais alors il y a un gros paradoxe que beaucoup ont du mal à comprendre. C'est au pouvoir public, après, d'accompagner ce qu'est le désir général de la population. C'est à eux de faire l'effort. Ramayad pourra nous raconter que c'est pas si facile d'imposer des candidats de la diversité dans à peu près tous les partis politiques. Hein. Donc voilà, il y a ça, et puis chacun, on doit tous apporter notre pierre pour que le métissage soit transformé vraiment, non plus en crainte, mais en positif, en atout. Avant de prendre les dernières questions d'étudiants, Doudou Diène, sur ce paradoxe. Il y a là aussi, parce qu'il faut vraiment aller au cœur des problèmes. Il y a deux problèmes de fond. Le premier, c'est que même si on prend les terrains ou les domaines où il y a une visibilité plus grande de ce qu'on appelle les minorités, on prend le sport. Comme l'équipe de France qui a gagné le championnat du monde, je crois. Bon, bleu, mais il y avait deux joueurs qataris. Mais je parle du football. Du métissage. Je parle du football. Accéléré. Bleu, blanc, beurre, etc. C'était la grande fête aux Champs-Élysées. Mais immédiatement, qu'est-ce que l'élite intellectuelle en a fait? Quelqu'un a dit non, l'équipe de France n'est pas black, blanc, beurre, elle est black, black, black. Donc, il désamorce. Il neutralise ce progrès. Mais le deuxième problème, c'est qu'il est plus sérieux. Il faut éviter de confiner ce qu'on appelle les minorités dans le sport, ou la cuisine, ou la musique. Quand on regarde les institutions majeures de la société, le Parlement, le gouvernement, les grands médias, mais il reste invisible, c'est ce qu'on appelle donc ces métis ou cette diversité. Donc, il faut aller au-delà des apparences. Et la publicité et l'image font partie des apparences qui cachent des réalités beaucoup plus profondes. Alors, deux dernières questions peut-être de nos étudiants, parce qu'il nous reste peu de temps. Mademoiselle. Oui, bonjour, je m'appelle Tatiana Ngoma. Oui. Je suis étudiante en Master 1 CPE. Donc je vais justement aussi me présenter au concours de conseiller principal d'éducation. Donc vous êtes française, vous avez la nationalité? Oui, je suis française, j'ai la nationalité et c'est pour ça parce aussi que là j'ai cru à un complot, moi du coup. Oui.
C'est pour ça aussi que je me présente à ce concours pour pouvoir représenter et faire partie de cette diversité. Oui. Donc du coup, en fait, je me demandais comment on pourrait promouvoir éventuellement cette diversité culturelle auprès en fait des enfants dans le cadre, moi par exemple, de mon futur métier. Allez, François Lopère, c'est une question pour vous, ça. Vous l'avez préparé avec elle ou... Non, mais pour promouvoir, je suis pas sûr qu'il faille promouvoir. Ce qu'il faut faire avec des enfants, c'est... alors c'est vrai que la valeur de l'exemplarité, ça compte. C'est pour ça qu'il ne faut pas opposer les progrès des minorités et les progrès de la base de tout le monde. Hein, ça compte, la représentation. Mais je vous cite une anecdote, une petite... j'allais dire les maternelles, j'y vais souvent. Deuxième section de matériel, une petite qui était en train de dessiner un dessin, un hibou. Je lui dis de quelle couleur c'est, vérifier un peu si elle connaissait ses couleurs, et dit c'est noir comme Stéphanie. Et je dis Stéphanie, la maîtresse, elle est pas noire. Elle dit non, l'autre, pas la normale, l'autre. Sauf que cette petite, elle s'appelle Aminata. Donc Aminata, deuxième section de maternelle, elle se dit noir, c'est pas normal. Et je dis, mais toi, tu es quoi? C'est peut-être la régulière. Mais ça veut dire, voilà l'exemple. C'est-à-dire que dès la deuxième section de maternelle, lui dire normalité et majorité, et on a expliqué ça en 5 minutes, elle avait compris. Non mais Patrick Pavondarvor a relevé ça, il dit peut-être qu'il y a un contresens ou en tout cas un défaut d'interprétation, mais on peut faire référence à une autre enquête où on a mis des très jeunes enfants noirs face à des Barbies. Blanche et noire, et celle qu'il préférait, c'était la Barbie blanche. Donc peut-être que là, on peut rejoindre ce que dit François Lopère. Les représentations, c'est-à-dire un enfant qui est d'origine africaine dans une société multiculturelle qui est à majorité blanche, peut penser le blanc comme la normalité et le noir comme la normalité. Voilà. Et c'est pour ça qu'il y a la confusion sur la société multiculturelle. Ces politiques qui disent « oulala, le multiculturalisme, de quoi ils parlent ?» En fait, ils font croire qu'ils parlent d'une politique multiculturelle, mais en fait, ils parlent d'une société multiculturelle. C'est là la question. C'est-à-dire qu'ils nous disent « non, on dénonce une politique venue des États-Unis, d'Angleterre, on ne sait où », mais en fait, ce qu'ils dénoncent derrière, c'est déjà la diversité de notre société. Et ce qu'il faut rappeler et dire, et Doudou Diène l'a dit tout à l'heure, c'est que jamais aucune société, et jamais la France, n'a été une société pure. Elle a toujours été métisse. Ça, c'est une... Alors, comment vous voyez l'avenir? Dernière question, Patrick Pavondarvor. Moi, je suis hyper positif. Oui. Je pense qu'on vit des moments difficiles, comme on en a vécu à chaque fois qu'il y a eu restriction de la manne générale à distribuer. Et donc toujours peur de l'autre, de l'étranger, de celui qui ressemble pas à votre bobine d'origine. Mais il y a quelque chose, pardonnez-moi d'être aussi cocardier, il y a quelque chose dans le génie français qui fait que je suis absolument persuadé que ça va repartir. Il y a déjà des ferments que je vois de ci, de là. Et on va encore avoir peut-être des années un peu difficiles, mais je suis persuadé que cette fierté collective va renaître. Doudou Diène? Ben moi, je donne un proverbe africain. Il y a un proverbe africain qui dit que dans la forêt, quand les branches des arbres se querellent, les branches, c'est la diversité, leurs racines s'embrassent. C'est-à-dire que le problème est d'aller aux racines. Les racines, c'est l'universel. Les grandes valeurs de l'amour, de compassion, fraternité. Et faire remonter ça aux branches pour que les branches restent branches dans leur beauté comme les fleurs dans un jardin. Donc tout est dans le tronc. Le tronc, c'est l'éducation, c'est les médias, c'est tout cela. Donc, c'est tout cela, ce travail-là qu'il faut faire pour éviter que les gens ne considèrent la France comme un village gaulois fortifié. L'enfant n'est pas le problème. Les enfants vivent dans la diversité. Leurs jeux sont divers. Ils aiment les couleurs, etc. C'est au niveau de leurs parents, de la table de quand ils mangent le soir, la télévision, que littéralement on structure, on hiérarchise, on les sépare. Mais le gosse lui-même, il a un regard absolument pur et libre. Quelle belle image, merci Doudou Diène. Ramayad. Je pense qu'on est au devant d'une question existentielle. Là, on est là, tous, le métissage, c'est bien. Mais il y a des endroits où il y a des débats, où c'est en France toujours, même pays, où les débats ne tournent pas du tout en ce sens. On vous parle de grands remplacements. C'est-à-dire ici, on a des gens qui disent on est minoritaire, oh là là, comment on va s'en sortir pour être visible, etc. Et puis les autres se disent mais nous, blonds aux yeux bleus, nous sommes minoritaires chez nous, on va être remplacés par eux.
Alors, et dans le même pays, on a ce débat. Oui. Et donc, il ne faut pas qu'on imagine que ce qu'on se dit là est tout à fait perçu normalement par l'extérieur. C'est pas forcément le cas. C'est pour ça qu'on le dit un peu aussi. Et donc, il y a là une question existentielle qui est devant nous. Comment ces deux assemblées qui débattent de cette question de manière aussi opposée pourront demain continuer à constituer une même nation? C'est une question existentielle fondamentale. Et ça dépend de la classe Vous avez politique. tout à fait raison. Aux États-Unis, la question est réglée. Ils savent qu'en 2050, il y aura plus d'hispaniques et d'afro-américains que de WASP, de blancs. Ça pose pas de problème. En France, ça poserait un gros problème. Des problèmes. Aux États-Unis, les minorités seront majoritaires. C'est déjà le cas dans 5 États et les plus gros États. Samuel Huntington, qui était favorable au choc des civilisations, c'est un peu simpliste ce que je dis là, mais disait que le dernier Américain, un vrai, un anglo, qui quitte Miami emporte le drapeau. Vous voyez, parce que Miami, c'est plus Miami, c'est Miami, c'est les hispaniques. Et ces identitaires, ceux qui pensent que la France n'est que blanche, ils sont là. Ils sont derrière un parti, mais ils constituent une force importante. Pour eux, puisque vous avez fait une citation, Victor Hugo, c'est le début du 19e siècle, tu es blanche et je suis noire, mais le jour a besoin de s'unir à la nuit pour former l'aube et le crépuscule qui sont plus beaux que lui. Merci infiniment, Madame, Messieurs, pour cette contribution au débat. Merci Ramayad, merci François Durper, merci Doudou Dienne, merci Patrick Poivre d'Arvor. On se retrouve très bientôt pour un nouveau débat de Toutes les France. Au revoir.